Спасибо. Ah, chers amis, chers collègues, bonsoir. Merci à vous tous et tous d'être là, d'être venus. Je suis ravie de vous voir à la 12e réunion du séminaire de l'Institut de philosophie indépendante. C'est notre dernière rencontre en 2024, mais j'espère que nous allons continuer après les vacances de Noël. Comme d'habitude, le séminaire aujourd'hui est aussi en direct sur Zoom, car il est très important que nos collègues qui ne sont pas à Paris puissent assister virtuellement et participer à la discussion. L'enregistrement sera également publié sur YouTube pour les gens qui vont les regarder en différé. Notre public est assez large. Aujourd'hui, nous sommes en présence de monsieur le professeur Bernard Mochadier, qui a travaillé pendant 20 ans à l'EHRSS, mais aussi à l'ONU et à l'UNESCO. M. Mochadier est connu comme organisateur et animateur du célèbre séminaire de philosophie russe à Paris et comme le traducteur de penseurs russes du passé et contemporain qui sont devenus classiques, comme les Katio, Pavelintsev, les autres. Son intervention aujourd'hui s'intitule Le rire Berdyaev, les sources et le sens du communisme russe. L'intervention se fera en français. À la fin, il y aura une discussion autour de vos questions et vos commentaires. Cher Bernard, je vous cède la parole, mais avant de passer à votre intervention, bon, après, c'est à vous de décider. Euh, il sera très intéressant de mentionner les étapes importantes de votre séminaire célèbre, son histoire, les moments les plus marquants, ses raisons et ses objectifs, si c'est possible. Donc, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est un honneur d'être ici, je le dis tout de suite. Je remercie beaucoup Yulia de m'avoir invité. Et je vais parler, vous m'entendez bien? Je vais parler en français, mais bon, comme ce n'est pas la langue de tout le monde, et si certaines personnes préfèrent ensuite poser des questions en anglais ou en russe d'ailleurs, euh, je répondrai. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème de langue. Bien. Voilà, donc relire, mon thème c'est relire aujourd'hui les sources et le sens du communisme russe, qui est un livre de Nicolas Berdyaev. En russe, c'était Istoki и смысл русского коммунизма. En 1938, paraissait à Paris, chez Gallimard, Les sources et le sens du communisme russe de Nicolas Berdyaev. Ce fut en France, donc 1938, n'est-ce pas? Ce fut en France un succès de librairie, tant était grand dans l'opinion française et européenne le désir de comprendre la nature du régime bolchévique. Après la guerre, le livre fut réédité et puis il parut en format de poche. C'est cette édition de poche que, jeune étudiant, j'ai lu avec beaucoup de profit dans les milieux des années 70, donc il y a très longtemps. Il me paraît aujourd'hui intéressant, 50 ans après, effectivement, de m'interroger sur la pertinence et sur l'effet des réflexions de Berdyaev à ce sujet, qui, je le répète, firent beaucoup pour orienter les esprits en France et dans l'Europe de manière générale. Berdyaev naît à Kiev en 1874 et il meurt à Clamart, près de Paris, en 1948. Voilà pour ces dates. Sa famille était de souche aristocratique et l'on comptait parmi ses aïeux nombre de militaires de haut rang. Du côté maternel, sa grand-mère était née Choiseul, qui est un grand nom français, comme vous le savez. Madame Berdyaev mère avait été éduquée à Paris et en famille, elle parlait plus volontiers français que russe. Bien que de religion orthodoxe, elle lisait à la maison ses prières en français dans un missel romain. Mais son fils, Nicolas, le philosophe,
se sentira toujours pleinement russe et n'attribuera à son sang français qu'un certain refus des épanchements affectifs. Il était parfaitement à l'aise en français, mais toute son œuvre, qui est abondante, a été conçue et écrite en russe. Jeune étudiant, il se proclama un temps marxiste. La chose n'était pas rare en cette fin du XIXe siècle, et bien des penseurs qui, dans l'émigration, allaient illustrer ce qu'on appellera plus tard la pensée russe, eurent dans leur jeunesse une période marxiste. Ainsi, Serge Bulgakov, qui deviendra théologien, comme vous le savez, Piotr Struve ou Simon Frank. Pour ses opinions, Berdyaev fut alors exclu de l'université et relégué à Vologda, puis à Jitomir. Entre 1904 et 1907, installé à Saint-Pétersbourg, il revient au christianisme à la lecture des pères de l'Église, de Kant, de Soloviev, de Dostoïevski, ainsi que, c'est important, des mystiques allemands comme Maître Eckhart et Jacob Böhme, ainsi que d'auteurs français, ah oui, là aussi c'est important, convertis à un catholicisme intransigeant et artiste, comme le romancier Joris Huysmans, et surtout comme le pamphlétaire français Léon Bloy. Léon Bloy, vers lequel nous reviendrons tout à l'heure. Les dates de Léon Bloy, c'est 1846-1917. Léon Bloy exercera sur lui, déjà en Russie, hein, Léon exercera sur lui une forte influence et Berdyaev contribua ensuite à le faire connaître en Russie en publiant en 1914 dans la revue Sofia un article consacré à Bloy sous le titre Rytsar Biednosti, le chevalier de la pauvreté, se référant à Léon Bloy évidemment. De tout ça, nous reparlerons. Avec notamment Simon Frank, Serge Bulgakov et Mikhail Gershenzon, Berdyaev participe en 1909 à la publication du recueil Viechi, Viechi qu'on a traduit en français, les Jalons. Et le livre est paru il y a une dizaine d'années avec une préface de François Stom et une postface de Stéphane Courtois, si je ne me trompe pas. Les Jalons, au Cerf, au Cerf. Voilà, c'est un recueil très important parce que c'est un changement de pensée d'une grande partie de l'intelligentsia russe de cette époque. Donc, les vieilleries, les jalons, n'est-ce pas, fait grand bruit par sa critique du matérialisme, du positivisme et de l'utilitarisme d'une intelligentsia russe aveugle aux valeurs spirituelles les plus élevées et au sens du droit. Dans un de ses tout premiers livres, La philosophie de l'inégalité, qui paraît en 1918 en Russie, Berdyaev qualifie le socialisme, alors là c'est très important, Berdyaev qualifie le socialisme déjà et qualifie ça de réactionnaire, car, et ce sera le thème majeur de toute sa vie, c'est pour ça que c'est si important, la vraie révolution, celle à laquelle il faut œuvrer, ne peut être que spirituelle, pas matérialiste. C'est dans cette idée qu'après la révolution d'octobre, Berdyaev fondera à Moscou ça s'appellera comme ça, Académie libre de culture spirituelle, qui devra cesser ses travaux au bout de 3 années en 1922. Il donnera aussi à cette époque à l'université de Moscou des cours sur Dostoïevski, qui seront ensuite traduits et publiés en Occident sous le titre L'esprit de Dostoïevski. En russe, c'est Миросозерцание Достоевского. Cette activité n'allait évidemment pas dans le sens voulu par le nouveau pouvoir bolchevique. Arrêté par la Tchéka, Berdyaev est interrogé par Dzerzhinsky en personne, ce redoutable fanatique, qui, après avoir écouté les raisons pour lesquelles Berdyaev, avec sa vivacité coutumière et son invincible franchise, lui explique pourquoi il ne peut être qu'anticommuniste, mais Dzerzhinsky décide non pas de le faire enfermer ou fusiller, mais de l'expulser hors de Russie sous peine de mort en cas de retour. C'est ainsi qu'en septembre 1922, Berdyaev, accompagné de philosophes, accompagné de sa femme et de sa belle-sœur, est embarqué
à bord d'un des deux, il y en aura deux bateaux des philosophes, comme on dira plus tard, euh, qui partent de Saint-Pétersbourg et qu'ils emmènent à Stettin, à l'époque en Allemagne. Puis, donc, il se retrouvera à Berlin. Avec lui, sur ce bateau, on voit Vladimir Ilyin, par exemple, Roman Jakobson, Nicolas Trubetskoy, les deux fondateurs, comme vous savez, de l'école de linguistique de Prague, à l'origine du structuralisme. Voilà, donc Berdyaev restera 2 ans à Berlin, puis viendra s'installer à Paris avec les siens en 1924. Il a 50 ans. Et c'est à Clamart, non loin de Paris, comme vous savez, qu'il écrira désormais une grande partie de son œuvre telle qu'elle nous est parvenue. En France, Berdyaev bénéficiera de l'intérêt et du soutien de nombreux intellectuels, notamment et surtout de Jacques Maritain, dont beaucoup d'entre vous, je suis sûr, avaient entendu parler. D'origine protestante, euh, c'était même une vieille famille protestante, les Favre, qui ont donné à la France des ministres. Euh, donc, d'origine protestante, Maritain avait été converti au catholicisme par le fougueux Léon Bloy, dont je viens de vous parler, qui avait été son parrain, en même temps que le parrain de sa jeune épouse, Raïssa Maritain, née à Rostov-sur-le-Don, Rostov-na-Donou, dans une famille juive. La femme de Berdyaev, Lydia, était elle aussi devenue catholique en 1917. Et elle souhaitait vivement rencontrer à Paris la veuve de Léon Bloy. Et c'est par l'intermédiaire de cette dame, la veuve de Léon Bloy, que les Berdyaev firent la connaissance du couple franco-russe que formaient les Maritains. Et c'est ainsi que naquit une grande amitié. Pour Jacques Maritain, euh, qui était depuis toujours très russophile. Il avait connu sa femme Raïssa en 1905, je crois, lorsqu'il faisait la quête pour des étudiants socialistes russes emprisonnés. Euh, il était un grand lecteur et disciple de Tolstoï. Et chez lui, donc en France, hein, dans une famille française, chez lui, il refusait, quand il dînait chez sa mère, d'être servi par la bonne, par un souci d'égalité. Donc, Maritain, euh, donc très russophile, et se réjouissait que la Providence ait dispersé à travers l'Europe ainsi, non, je le cite, hein, il disait, ce n'est pas sans raison que la Providence avait dispersé à travers l'Europe un si grand nombre de Russes et toute une jeunesse avide de rénovation religieuse. Fin de citation. Hein, c'est comme ça que Maritain saluait la venue de tous ces Russes expulsés par les Soviétiques. D'ailleurs, il était si russophile, Maritain, qu'il se réjouissait beaucoup que Berdyaev l'appelle toujours Yakov Pavlovitch, parce que le père de Maritain s'appelait Paul, et donc Jacques. Bien. Et voilà. Il y avait de manière générale en Europe, ça je pense c'est important de le comprendre, et ce sera un des thèmes de mon exposé, il y avait de manière générale en Europe, je pense, une attente de Russie, euh, notamment autour des Maritains. On attendait quelque chose des Russes en France pour refaire une chrétienté enfin libre de ce que Maritain appelait le catholicisme de Saint-Empire, c'est-à-dire une chrétienté pour faire recréer une chrétienté libre des cadres politiques et civilisationnels dans l'histoire, dans lesquels l'histoire avait, selon Maritain, enfermé la religion chrétienne en France. Comme la suite le montrera, ce sera essentiellement une chrétienté en quelque sorte hors sol. Chrétienté en anglais, c'est Christendom, c'est pas Christianity. Et donc, chrétienté hors sol, on pourrait comprendre en anglais above ground Christendom. Donc, une chrétienté en quelque sorte hors sol qui s'anémiera alors plus qu'elle ne renaîtra, en fait. La sortie de l'histoire
s'est avéré très largement un leurre. Mais enfin, ça, peut-être qu'on en reparlera. Les Maritains, qui tiennent un salon dans leur pavillon de Meudon, et Meudon, le salon, enfin le pavillon des Maritains est à une demi-heure à pied de celui de Berdiaeff à Clamart, donc on circule beaucoup. Les Maritains contribueront beaucoup à faire connaître Berdiaeff dans les milieux intellectuels français, pas seulement chrétiens, en faisant traduire et publier ses écrits. Les livres de Berdiaeff trouveront en France un large public, lui assurant un revenu modeste mais suffisant. Il sera l'hôte des prestigieuses décades de Pontigny, aux côtés d'André Gide, d'André Malraux, de Roger Martin Dugard, notamment. Il sera aussi l'hôte régulier du Salon des Maritains. Et en face, il aura lui aussi son jour fixe. Alors, le jour fixe de Berdiaeff, c'était le mardi, à Clamart, où il accueillera de son côté des penseurs, hommes de lettres et philosophes français comme Louis Massignon, Étienne Gilson, Charles Dubos ou Gabriel Marcel. En fait, Berdiaeff se trouvera être, dans la France des années 30 à 50, le grand explicateur, le grand passeur de la pensée russe et des idées qu'elle a engendrées. Il ne le sera du reste pas seulement en France, mais par ses premières traductions françaises dans l'ensemble de l'Europe. Je donnerai simplement pour preuve de sa renommée pan-européenne l'épigraphe qu'Aldous Huxley place en introduction à son célèbre roman Brave New World, qui est de 1932, et qui est en français. C'est un très beau texte. Berdiaeff dit, et donc Huxley cite, encore une fois en français, parce que Berdiaeff n'avait pas encore été traduit en anglais, je suppose. Les utopies apparaissent comme plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question autrement angoissante: comment éviter leur réalisation définitive? Fin de citation. C'était évidemment tout l'objet du roman de Huxley sur l'utopie. Pour expliquer la pensée russe à l'Europe, Berdiaeff publiera aussi des études sur des auteurs slavophiles essentiels comme Léontiev et Khamiakov. Je ne sais pas s'ils ont été réédités, mais en tout cas, il y a un Léontiev, il y a un Khamiakov en français par Berdiaeff. Auteur prolixe et éloquent, doué d'une grande facilité de plume, il présente la Russie sous un angle nouveau, mais qui répond à une certaine attente des esprits en France. Nous avons mentionné son livre sur Dostoïevski. C'est sans doute Berdiaeff qui, dans la France de ces années-là, c'est-à-dire la France d'avant-guerre, n'est-ce pas, contribue le plus à faire des personnages de Dostoïevski les incarnations d'idées phares. André Gide avait commencé à le faire au début des années 20 dans ses conférences au théâtre du Vieux-Colombier sur Dostoïevski. Mais c'est Berdiaeff, à mon avis, qui allait faire de Chatov, de Stavrogin, du grand inquisiteur, d'Ivan Karamazov et de Raskolnikov, des interlocuteurs essentiels que l'on retrouvera chez Sartre, Malraux, Camus ou Mauriac. Les Européens, et notamment les Français, veulent comprendre la jeune Russie soviétique et ce qui s'y passe. Alors, il y a le voyage en URSS, n'est-ce pas? Henri Barbusse, romancier de renommée mondiale, qui a sa rue pas loin du Val-de-Grâce, ici, publie dès 1935 une vie de Staline. Et la vie de Staline de Barbusse, c'est une hagiographie. André Gide, qui se réclame lui aussi de la gauche, revient pour sa part très critique d'une visite en URSS. C'est le fameux livre Retour de l'URSS de 1936. Avant cela, le maire radical de Lyon, Édouard Herriot, s'était rendu en Ukraine en 1933. La famine, comme on sait, y faisait rage, mais il n'avait vu que ce qu'on lui avait montré, c'est-à-dire, comme il le dit, j'ai vu de beaux jardins et de magnifiques moissons. La même année, Georges Simenon publiait un roman remarquable qui s'appelle Les gens d'en face,
sombre histoire sur ce qu'il avait perçu et pressenti à Odessa, beaucoup moins naïf que les autres. Simenon. Enfin, il y en aura beaucoup d'autres de ces voyages en Russie qu'on pourrait évoquer. Ce vif intérêt en France et dans le monde contribue beaucoup au succès du livre de Berdiaev, qui est le thème de mon exposé aujourd'hui, Les sources et le sens du communisme russe. Le livre Истокисм и русского коммунизма, c'est de 1935, il paraît à Paris. Et la traduction française est de 1938. Ça montre l'intérêt du public. Il y a un public pour lire Berdyaev. On attend quelque chose de lui et on est pressé de savoir ce qu'il va dire. Le public ne veut pas seulement des témoignages de voyageurs, il veut aussi connaître l'origine et les raisons des faits. Et Berdyaev va lui en fournir. Berdyaev va expliquer aux Français que le bolchevisme ne trouve pas seulement sa source dans la pensée de Karl Marx, lequel, comme on le sait, méprisait les Russes et n'attendait rien d'un pays où les ouvriers ne formaient qu'une infime proportion du monde du travail. Marx était le premier d'ailleurs à s'étonner d'avoir, comme il disait, c'est ce qu'il dit, je m'étonne d'avoir des disciples parmi les propriétaires des steppes. Berdyaev insiste sur le fait que le bolchevisme, et le mot, comme vous le savez, est d'origine russe, et indépendamment de son étymologie réelle dans l'histoire du parti, connote quelque chose de géant. Évidemment, tout le monde connaît le tableau de Boris Kustodiev, n'est-ce pas, où on voit un espèce de grand Père Noël géant avec ses bottes et une grande écharpe rouge qui se promène à travers les rues d'une ville, les rues lilliputiennes, suivies par des foules tout aussi lilliputiennes. Voilà, c'est l'idée le bolchevique, c'est le géant, c'est le grand homme. Donc, Berdyaev euh, pense que le bolchevisme a surtout des racines nationales. En réalité, rappelle-t-il, la Russie n'a subi l'empreinte de l'Occident que pendant 2 siècles. En son fond, c'est un royaume tatar christianisé, et elle le reste dans son bolchevisme même. Pour Berdyaev, il y a un lien évident entre la conception de la Russie comme troisième Rome, qui voit le jour au XVe siècle, et la troisième internationale de Staline. Alors, dans le film d'Eisenstein, comme vous le savez, le film commandé par Staline, Ivan le Terrible, personnage central du film, répétera à 2 reprises Dva Rima Pali, Moskva, Tretji Rim, a четвертому не быть. C'est-à-dire, les 2 Roms sont tombés. Rome, la Rome d'Italie, parce qu'elle est tombée dans l'hérésie papiste. Constantinople, parce qu'elle est tombée, comme vous le savez, sous les Turcs. Et il en reste une, et c'est Moscou, et il n'y en aura pas de quatrième. Cette assertion dans le film, mais bon, qui est une assertion, on répète une phrase historique, cette assertion ne renvoie pas seulement au passé, elle a un sens politique actuel. C'est en effet parce qu'elle est la troisième et dernière Rome messianique que la Russie peut sauter la phase capitaliste bourgeoise pour passer directement au socialisme et montrer au monde la voie à suivre vers l'avenir radieux. C'est ce que nous présente Berdyaev. Berdyaev n'évoque évidemment pas ici le film d'Eisenstein, qui est de 1945, mais l'idée est exactement la même. Et ce qu'il montre est nouveau. Ça, c'est très intéressant, je pense. Ce qu'il montre est nouveau, dans une France, en tout cas dans une France qui tendait, ça je me rappelle très bien, quand j'étais enfant, on entendait ça, une France qui tendait à voir la révolution russe comme une suite de la révolution française, et donc comme la révolution russe comme une sorte d'occidentalisation de la Russie, puisqu'elle continue la révolution française. Euh, En fait, nous dit Berdyaev, c'est tout l'inverse. La troisième internationale n'a rien d'international. Elle est russe. Elle est la voie russe. Ruski Putsch. Telle est la thèse fondamentale de Berdyaev. En tout cas, c'est ce qu'il y a peut-être de plus intéressant et de plus frappant pour les lecteurs français de son livre. L'intelligentsia russe, poursuit Berdyaev, a du mal à ne pas appliquer à la science et au savoir
des méthodes idolâtriques, et le russe, par nature, comprend mal la signification du relatif et du moindre mal. D'où la faiblesse des idées libérales en Russie. Les slavophiles du XIXe siècle, rappelle-t-il, je cite Berdyaev, étaient ennemis de tout gouvernement. Fin de citation. Tout pouvoir, à leurs yeux, était péché. Et s'ils défendaient la monarchie, c'était au prétexte qu'il valait mieux qu'un pouvoir par nature dégradant et coupable fût exercé par un seul qui prenait sur lui ce péché. La pensée russe, selon Berdyaev, tend à refuser d'envisager qu'il puisse y avoir des conduites ou des institutions axiologiquement neutres, qu'il y ait une nature des choses et encore moins une nature humaine autre que pécheresse. La pensée russe a du mal à admettre qu'il y ait un droit naturel, un droit non divin qui puisse servir de socle à une vie politique. Pour les slavophiles, et Berdyaev tente à partager largement leur avis sur ce point, l'Europe est caractérisée par l'esprit mercantile et le fétichisme légaliste. C'est un monde étriqué où la Russie se sent étouffée. Au XIXe siècle, les esprits les plus radicaux vont venir à lui préférer le néant, qui au moins a quelque chose d'infini. Le mot nihilisme, bien que de facture latine, a été forgé en Russie. Nihilisme. Nihilisme existe avant nihilisme, si c'est clair ce que je dis. Et c'est Tourgueniev, comme on sait, qui le répandra dans son roman Atse Idieti, Père et Fils. Dans les sources et le sens du communisme russe, Berdyaev présente un à un les auteurs russes partisans de cette révolte contre la tyrannie de la médiocrité bourgeoise. Bilinsky, Tchernyshevsky, Dobrolubov, Bakounine, etc. Il note en passant que l'on compte beaucoup d'ex-séminaristes et de fils de prêtres dans l'histoire du nihilisme russe. Il n'est donc pas surprenant, ajoute-t-il, que, je cite, ce nihilisme qui nie Dieu, l'esprit, l'âme, les idées, les normes et les valeurs suprêmes doivent être considérés comme un phénomène religieux. Fin de citation. Pour ces gens, tout ce qui sert la révolution est moral. C'est ce que pensera Lénine, qui ira jusqu'à considérer licite l'alliance avec les bandits, jugés, comme disait Lénine, socialement proches. Finalement, pour citer encore Berdyaev, toute l'histoire de l'intelligentsia avait préparé le communisme. Soif de la justice et de l'égalité sociale, haine du capitalisme et de la bourgeoisie, goût de l'unique, intransigeance sectaire, mépris et hostilité face à l'élite cultivée, négation des valeurs spirituelles. Lénine, c'est toujours Berdyaev qui parle, Lénine aura été un anti-humaniste comme il a été antidémocrate et en ceci, il est l'homme d'une époque nouvelle, celle des révolutions. Hitler et Mussolini copieront ce trait. Fin de citation. Pendant les 4 années où il vécut sous le régime des soviets avant d'être expulsé du pays, Berdyaev, tout en voyant dans la chute du tsarisme une conséquence inéluctable de la débilité du régime monarchique, ne se montra jamais favorable au bolchevisme. Il jugeait également condamné d'avance par l'histoire toute tentative pour sauver la monarchie et il ne soutint jamais non plus le Parti des Blancs. La révolution, à ses yeux, était une tragédie, mais elle était un châtiment mérité pour les ennemis de la Russie. Elle était donc ultimement l'annonce d'une renaissance, sinon d'une résurrection de la Russie. Nous avons déjà évoqué son inflexibilité devant Dzerzhinsky. Il avait aussi montré son courage en février 1917, lorsque, place du Manège à Moscou, il avait harangué la troupe pour persuader les Cosaques de ne pas tirer sur des manifestants désarmés. L'officier ne donna pas l'ordre d'ouvrir le feu ni sur Berdyaev ni sur la foule. On sent en lui une hardiesse et une fermeté qu'il doit peut-être aux générations de chefs militaires dont il descend. Mais, autre facette sans doute de ce même trait de caractère, il semble y avoir aussi chez lui un côté barin, héréditaire, un côté grand seigneur, barin. En effet, c'est peut-être son impassibilité d'aristocrate, conjointe à l'esprit d'abstraction propre au philosophe qu'il était, qui l'empêche de mesurer l'horreur de la révolution bolchevique, ou en tout cas d'en faire état, comme si la réalité était trop prosaïque pour être mentionnée. C'est en vain que l'on chercherait dans ses souvenirs ou dans le livre dont nous parlons aujourd'hui
C'est en vain qu'on y chercherait un écho de l'horreur inouïe perçue par Ivan Bounin, par exemple, dans Okayan et Dni, Jour maudit, par Maxime Gorky dans Не свои временные мысли, Pensée intempestive, ou par Zinaïda Hippius dans ses souvenirs. Pourtant, Berdyaev n'a pas pu manquer d'en avoir lui aussi été le témoin. Pierre Pascal, son ami, bien des années plus tard, évoquera, je cite, la naïveté devant le monde réel de Berdyaev. Sa relative indifférence tient sans doute aussi à la dimension gnostique, martionnite, cathare, si vous voyez, cathare, n'est-ce pas, de sa foi religieuse, selon laquelle les biens matériels, les loisirs du monde, les plaisirs d'essence, la peur de manquer, tout cela est marqué, à ses yeux, d'une médiocrité, voire d'une indignité certaine. Il en va de même pour la chair. Nous savons par son épouse Lydia que leur mariage excluait les relations charnelles. D'où la tonalité de ce livre et de son œuvre en général, où l'on côtoie davantage le sublime ou l'aspiration au sublime que l'humble réalité humaine. C'est aussi pour ces mêmes raisons qu'il ne s'intéresse guère à la chose politique en tant que telle, qui suppose que l'on parte du réel, qu'on ne néglige pas le relatif et qu'on s'en tienne à des règles convenues. Mais n'était-ce pas précisément cette faiblesse séculaire de la culture politique en Russie qui avait permis au totalitarisme bolchevique de prendre racine dans le pays et de le dévaster? Du reste, dans un de ses tout premiers livres parus en Russie, livre qui s'intitule Novoye Srednjevekovie, un nouveau Moyen Âge, Berdyaev avait déjà décrit le peuple russe comme apolitique et comme, je cite, n'aspirant qu'au point culminant de l'histoire. Comme si en Russie, la définition grecque classique de l'homme comme zoon politikon, comme animal politique, n'était pas applicable. C'est applicable partout, mais pas en Russie. Il le confiera encore à sa femme en 1943. Que veux-tu? Je suis par nature révolutionnaire. C'est d'ailleurs ce que lui reprochait beaucoup Chestov, les deux, n'est-ce pas? Chestov qui était kievien comme lui, mais qui était de 10 ou 12 ans plus âgé, et avec lequel il avait des disputes homériques, et ils criaient l'un sur l'autre, mais ils sont restés amis. Mais Chestov lui reprochait beaucoup de son côté révolutionnaire. Alors, même si Berdyaev entendait sans doute par révolutionnaire, révolutionnaire de l'esprit, alors esprit avec un E minuscule ou esprit avec un E majuscule pour entrer dans l'ère de l'esprit, n'est-ce pas? euh, euh, il était il était révolutionnaire en tout cas par aspiration à un sublime eschatologique, et révolutionnaire par anti-bourgeoisisme. L'antibourgeoisisme, notons-le, est chez lui premier. Et Berdyaev fit beaucoup pour le répandre en France dans les milieux chrétiens, à la suite, encore une fois, de Léon Bloy et de ses émules. Mais chrétien ou pas, l'antibourgeoisisme n'a pas le même sens en Russie et en Europe. En Russie, il y avait eu, comme à peu près partout dans le monde, une classe de marchands, dont certains fort riches, mais ce n'étaient pas des bourgeois, en ce sens que leurs activités n'étaient pas codifiées par un droit issu de guildes et de villes jouissant de privilèges juridiques et d'une indépendance vis-à-vis du pouvoir princier et fondé sur le concept de droit naturel. C'est là une différence capitale. Marx n'avait pas tort, selon moi. Il n'y avait pas de classe ouvrière en Russie, et pour des raisons analogues, il n'y avait pas non plus de classe bourgeoise. L'anti-bourgeoisisme russe était donc essentiellement dirigé contre les capitalistes étrangers ou, en Russie, contre les halogènes, l'allemand, l'anglais, le juif, c'est-à-dire contre l'européen. Par conséquent, l'anti-bourgeoisisme n'est pas en Russie une forme de la haine de soi comme il l'est souvent en Europe, il est haine de l'étranger, ou en tout cas de l'étranger que l'on porte en soi. Berdyaev, dans son livre, ira jusqu'à déplorer que les mœurs du gouvernement soviétique sont bourgeoises en 1935. Le gouvernement soviétique sont bourgeoises
Et Berdyaev y voit, je cite, un grand danger, non seulement pour le communisme, mais pour l'idée russe dans le monde. Fin de citation. Comme si idée russe et communisme devaient faire cause commune. Serait-ce là le sens, smysl, hein, la signification du communisme qui est annoncé dans le titre? Au tout début de son chapitre 6, qu'il intitule Le communisme russe et la révolution, Berdyaev critique le livre Staline de Boris Souvarine qui vient de paraître. Les dates de Boris Souvarine, c'est 1895-1984. Donc, le livre nous paraît en 1935. Ce livre, le livre de Souvarine, regrette Berdyaev, je cite, produit une impression désagréable par la part excessive qu'il donne aux intrigues des dirigeants du Parti communiste et par l'absence d'un large point de vue historique. Fin de citation. Admettons. Mais c'est parce que dans cette œuvre pionnière, Souvarine, qui avait été membre du Parti communiste français jusqu'en 1924 et qui connaissait donc bien la maison, Souvarine s'est penché sur le détail de ces intrigues que lui reproche Berdyaev. C'est parce qu'il s'est penché sur ce détail qu'il a pu, un des tout premiers, en dégager une idée juste de la nature du stalinisme et plus largement du système soviétique. En bon chroniqueur et historien, Souvarine a mis, on peut dire, il a mis les mains dans le cambouis. He put his hands in the grease. Et il a fait apparaître que ce qui était au départ du bolchevisme, à savoir les hold-up pour alimenter les caisses du parti, le pillage en application du slogan Grabna Grabin, l'encouragement à une terreur venue d'en bas, c'est-à-dire à toutes sortes de pogroms, le goût de l'insulte, le chantage, les assassinats, les empoisonnements et le recours systématique à la violence, que tout cela était en fait du banditisme, et c'est ce que dit Souvarine. Banditisme qui, sous Staline et ses successeurs, allait se stabiliser en système mafieux, du haut jusqu'en bas de la société. Cela, on peut penser que l'idéalisme philosophique et théosophique de Berdyaev l'a empêché de le voir clairement, et nécessairement l'a empêché de le faire voir à ses lecteurs non russes. Mais il est aussi permis de se demander si cet aveuglement, ce refus du primat du réel, ne répondait pas aussi à des attentes de bien des Européens qui voulaient croire en la Russie, et n'a pas été une des raisons du succès de ce livre, tant les Européens, tant il y avait d'Européens qui désiraient que leur rêve russe, socialiste ou pas, chrétien ou pas, soit alimenté. Sans doute faudra-t-il attendre la génération des Solzhenitsyn, Chalamov et Grossman pour que ce charme soit rompu, au moins partiellement et pour quelque temps. J'allais mettre ici le point final à cette intervention quand je suis tombé sur ce passage de Raymond Aron qui me paraît apporter un éclairage supplémentaire. Je cite Raymond Aron. Le mythe de la Révolution sert de refuge à la pensée utopique. Il devient l'intercesseur mystérieux, imprévisible, entre le réel et l'idéal. La violence elle-même attire, elle fascine plutôt qu'elle ne repousse. Le travaillisme britannique et la société scandinave sans classe n'ont jamais joué auprès de la gauche européenne, surtout française, du prestige qu'a gardé la révolution russe. En dépit de la guerre civile, des horreurs de la collectivisation et de la Grande Purge, mais faut-il dire en dépit ou à cause? Fin de citation. On ne peut certes pas dire que Berdyaev a été fasciné par les horreurs de la révolution bolchevique, mais il soutient en même temps, ou il donne à penser, que ces horreurs sont à la fois l'effet et l'occasion d'un sublime qui seul permet à l'homme, en se débarrassant de ses chaînes bourgeoises, de se dépasser et de tendre vers un idéal qui le rapprochera du règne de l'esprit avec un grand E, incarné dans une société libérée de ses chaînes. C'est ce que pensera un ami de Berdyaev, le catholique français Emmanuel Mounier, en fondant en 1932 la revue Esprit, qui a bien changé, mais qui existe encore, hein, la revue Esprit, à laquelle Berdyaev collaborera. Mounier considérait Berdyaev comme une des grandes figures du mouvement existentialiste.
Alors oui, Berdiaïev était bien, comme il l'affirme lui-même, et comme Chestov le lui reproche, il était bien un révolutionnaire. Est-ce pour cette raison que le tchéquiste Dzerzhinsky, au lieu de le supprimer, l'a envoyé en Occident dans l'attente qu'il y sèmerait à son insu la confusion dans nombre d'intelligences ardentes et bien intentionnées, notamment dans les milieux chrétiens? On peut le conjecturer, mais je ne l'affirmerai pas. Je conclurai cependant que 50 ans après ma première lecture de ce livre, j'y ai retrouvé des pages admirables et magnifiques de noblesse, de générosité, d'intuition, ainsi qu'une mise en perspective historique indispensable à une bonne compréhension du bolchevisme en France. Notamment cette idée que le bolchevisme n'était pas la suite de la Révolution française. C'est capital, à mon avis. Mais j'en conclus aussi que l'aveuglement de Berdiaev sur bien des réalités devenues avec les décennies de plus en plus évidentes a été et est désarmant, au sens propre comme au sens figuré. En 1945, ébloui par les victoires de l'armée rouge, Berdiaev demandera un passeport soviétique pour pouvoir rentrer en Russie. Heureusement pour lui, il ne lui fut pas accordé. C'est ainsi que Berdiaev put mourir paisiblement à sa table de travail à Clamart 3 ans plus tard. Merci beaucoup. Très utile. Bon, Parce que maintenant, le budget est de plus en plus important pour Kremlin. C'est continuer citation de Berger par Poutine et par les autres. Euh, il n'aurait sans doute pas du tout apprécié Poutine, bien sûr. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Votre question, s'il vous plaît. Ah, mais je voulais dire que la correspondance Berdiaev-Maritain a été publiée récemment par Inca Press, rue de la Bretagne Sainte-Geneviève, en français. Enfin, évidemment, c'est une correspondance en français, donc dans le texte. Voilà. Pardon, oui. Oui, bien sûr. Question, parce que c'est franchement nécessaire de parler à propos de Berdiaev pour avoir vrai l'image de lui qui est différente que l'image maintenant construite à la philosophie à Russie. Je connais que il y a une chercheuse à l'Institut de philosophie qui trouvait à ses articles à propos de la guerre Oui. à propos de la guerre qui n'a jamais été publié avant. Et elle a mis publié à Вопросы философии, et il dit non, c'est pas possible maintenant. Ça veut dire que toutes les choses qui peuvent contre la situation quotidienne, refusées. Et l'image à Russie, je dis, et l'image de Berdiaev comme conservateur, ce que n'est pas vrai, bien sûr. Maintenant, euh, proclamé officiellement à Russie. Ah, c'est-à-dire qu'en Russie actuellement, on veut montrer le texte comme Conservateur. orthodoxe. Orthodoxe conservateur. Et, Non, non. oui, oui, absolument. Mais mon question à propos de catholicisme, est-ce que lui écrit, expliquer pourquoi c'était nécessaire pour lui convertir à catholicisme, c'est pour façon de œcuménique, pour réunir le monde orthodoxe et catholique. Je crois que non, Berdiev était supraconfessionnel. Peut-être, je vous ai montré, peut-être vous ne vous souvenez pas, mais au début, sa mère est française et elle est orthodoxe, mais elle prie dans des livres de prière français, etc. Et sa femme s'est convertie au catholicisme en 1917. Je ne sais pas ce qu'elle était avant, sans doute orthodoxe. Mais Berdiev, ça ne dérange absolument pas. Non, non, il est au-dessus de tout ça quand même. Il est au-dessus. Il est dans la mystique, il est dans le sublime. Mais c'est quand même, c'est un grand penseur. En fait, il sait pourquoi. Mais alors, c'est des choses que je ne suis pas capable de. J'ai un peu fouillé, mais je ne suis pas du tout compétent. Berdiev, en fait, Berdiev, c'est un gnostique. Bon. Alors, gnostique, ça veut dire, de manière générale, quelqu'un
qui pensent que la religion pratiquée par les populations est une religion exotérique qui accepte ce que lui dit l'Église, c'est très bien, d'ailleurs c'est très très bien, mais qui ne va pas au-delà. Mais l'homme qui sait, l'homme qui se développe dans une certaine sainteté ou un certain progrès moral et intellectuel, dépasse ces cadres, dépasse le politique, dépasse ce que les églises ont de politique, c'est-à-dire d'insérer dans le hic et nunc de la société. Et donc, il y a toute une tradition gnostique depuis les débuts du christianisme et qui a été condamnée aussi bien par l'Église orthodoxe que l'Église catholique. C'est le marcionisme. Je ne sais pas si ça vous dit. Ça vous dit quelque chose? Oui. Et donc, et alors, voilà, et autre chose très importante, il y a trois périodes. Trois périodes. Il y a le judaïsme, c'est la religion du Père. Donc, c'est la religion de la loi. Le christianisme, c'est la religion du Fils, c'est-à-dire la religion du rachat et de la charité. Et l'Église à venir, c'est une église de l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire où il n'y aura plus de forme ni de dogme, etc. Et alors chez Berdyaev, c'est aussi renforcé cette idée il a trouvé ça, c'est Jacob Böhm, qui est un théologien allemand du 17e, début 17e, je crois. Et Jacob Böhm dit que avant que Dieu existe, il y a le Ungrund. Tu connais? Le Ungrund, c'est-à-dire il y a quelque chose d'informe, mais c'est là qu'est la liberté. Et donc, le chrétien, disons, évolué, va vers cette liberté absolue car c'est dans cette Ungrund que l'on peut créer. Attendez, 2 secondes, oui, c'est là. Et pour Berdyaev, ce qui fait que l'homme existe et accomplit sa vocation, c'est qu'il crée. Il crée dans la liberté absolue. Voilà. Françoise, oui, pardon. Oui, mais aussi le monde est le royaume du mal. Donc, Le monde? Le monde, comme justement chez les gnostiques, chez les cathares, le monde réel est le royaume du mal. Oui. Et donc, on ne peut rien construire comme régime politique, par exemple. Enfin, tout ça est très relatif et très, très, oui, plutôt mauvais. Et alors, notamment le refus du mariage. Et le couple marital, c'est pareil. Hein. Oui, c'est des purs. C'est des purs. Cathares, oui. Les cathares sont des purs. Et donc, le mariage, bon, d'accord, c'est très bien, mais à la condition que voilà, la chair n'y ait pas sa part. Non, pardon, ouais. Ou soit tenu en lisière. Quoi. Il faut que le mariage soit spirituel. C'est chez Soloviev aussi. Oui, mais enfin, c'était. Si. Je me rappelle avoir fait un exposé sur la justification du bien, qui est le livre de Soloviev où il parle de la morale sociale, quoi, de la société. Et sur le mariage, il dit il ne faut pas que le mariage soit consommé. Mariez-vous, mais bon, voilà. Il affirme quand même que justement l'amour charnel est seul à avoir assez de force pour permettre de dépasser les limites du moi et poser l'autre comme un absolu. Ah bon, oui. L'amour charnel. Ah bon. Mais c'est tout. Je lis tout un peu, oui. Et en tout cas, oui, voilà. Or là aussi, on est dans le sublime, parce que matrimonio non consummatum nullum est. C'est la loi, le droit romain, c'est le droit canon, c'est voilà. Enfin voilà, donc si vous voulez, il y a ce christianisme sublime et supraconfessionnel
ascétique. Ascétique. Et c'est là qu'il y a la liberté. C'est une tradition depuis le début du siècle, tous les couples, comme Merezhkovski dit, que Oui, aussi. Losiev, sa Alors, femme. moi, c'est sa femme, oui. Ah, Dipus, c'était un peu bizarre, mais. Pardon. Oui, la mention avec Jacques Maritain m'amène forcément à la question, au moins dans un cadre français, quelle était la place du protestantisme dans sa pensée? Parce qu'en fait, au moins dans un cadre français, le protestantisme n'a pas son implication et son enracinement dans le système politique, comme l'est ou peut être le catholicisme, par exemple. Ah oui. Non, mais Maritain, donc, il a une enfance protestante, même, je pense, stricte. Il appartient à ce qu'on appelle maintenant la HSP, la Haute Société protestante. Mais Léon Bloy le transforme complètement. Mais donc, non, Maritain sera un théologien catholique même. Oui, non, mais ma question concernait Berdyaev. Est-ce que Ah oui. la pensée de Berdyaev, la composante protestante, il en avait une vision différente de la composante catholique par rapport à son analyse, ne serait-ce que dans un cadre français, elle était moins intriquée avec un système hiérarchique de la société et système politique de la société. Oui. Donc, Je ne sais pas comment Berdyaev je voyais le protestantisme, je ne sais pas. C'est-à-dire que le protestantisme n'était sans doute pas assez charnel aussi, enfin, était un peu trop sec à ses yeux, je suppose. Mais donc peut-être justement rejoindre les préoccupations sur l'esprit auquel il faut parvenir en se détachant d'un contexte trop impur, pour reprendre les termes cathares. Oui. Oui, si on parle de ces choses-là, d'abord, il faut bien réfléchir. Parce que bon, il y a quand même dans la mystique aussi bien catholique que orthodoxe, il y a quand même un ascétisme, c'est très important. Donc, Maritain, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que en 40 ou 39 ou 40, il part aux États-Unis avec Raïssa et il restera aux États-Unis pendant toute la guerre. Et d'ailleurs, il aidera, RDF, lui, reste à Paris, à Clamart, et Maritain lui enverra des colis pour qu'il vive mieux ou moins mal. Et Maritain écrira, quand il arrive aux États-Unis, il dit, enfin, je suis libéré, parce qu'aux États-Unis, la forme de l'Église n'est plus là. Ça peut être davantage un pays de l'esprit que la vieille Europe avec ses cadres. Il détestait, comme beaucoup de Français d'ailleurs, il détestait tout le côté un peu Autriche-Hongrie, le catholicisme baroque, genre polonais, tout ça. Non. Les évêques, les anneaux, l'encens, il n'aime pas ça du tout. Ce qui est peut-être maintenant populaire en France pour les gens, Je crois que le BRDF, non, c'est fini. Enfin, je crois pas qu'on le lise beaucoup. Mais son influence a été considérable, je pense. Enfin, en tout cas, dans les milieux chrétiens et notamment les milieux catholiques, et dans la compréhension qu'il a donnée de la révolution russe, qu'il a réinsérée dans une histoire de la Russie, en tout cas une histoire de la pensée russe qui n'était pas connue. Et puis il l'a fait de façon claire. Il écrit bien, Berdyaev. C'est clair, c'est un peu long, mais quand même, il est clair et ça a été il a ouvert les esprits en France, oui, je pense, oui. Est-ce qu'il y a eu une critique de Souvarine par rapport à Berdyaev? Est-ce que Souvarine a répondu?
Ah oui, sans doute, oui, oui, mais alors je me souviens, oui, 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 mais ça, j'ai pas cherché. Ça m'a frappé les critiques que Berdyaev fait à Souvarine. Euh, Ils sont, enfin, c'est quelqu'un qui, il est ailleurs, quoi. Il voit pas. Il voit pas ce que c'est que le parti. Il voit pas ce qui se passe en Russie. Il imagine un peu, mais J'ignorais totalement que Berdyaev avait demandé en 1945 à réintégrer ouais. sa patrie. Est-ce qu'on en sait plus là-dessus? C'est sous Non, quelle influence et pourquoi les soviétiques ont-ils non, ça, je sais refusé? pas, Enfin, je sais pas. je Non, sais non, pas si- non, je l'ai juste lu, oui, j'ai lu ça, oui. C'est sans doute vrai. Mais il était enthousiaste il y a quand même eu beaucoup de réfugiés russes en France qui ont voulu retourner. Oui, je sais Beaucoup, bien, mais beaucoup. enfin, ce n'étaient peut-être pas des gens aussi intellectuels, Ah oui, aussi cultivés, oui, mais il aussi était très sophistiqués. cultivé. Oui, oui, mais il était pas tout à fait. Enfin, il était quand même rêveur. C'est ce que dit Pierre Pascal. Il n'y avait quand même pas toujours les pieds sur terre si on prenait les choses de façon trop simple. Trop simple quand même. Mais ça, de toute façon, Ben oui. Sabine, c'est pareil. En 1945, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu revenir malgré tous les risques qu'il courait. C'est à cause de ça qu'il a voulu rester en Lituanie. Et Il a quoi? Il a voulu rester en Lituanie, alors on lui disait qu'il faut absolument retourner en Occident. Et il n'a pas voulu. Et Karsami était déjà en Lituanie. En Lituanie depuis 1927, oui. Oui, et quand la Lituanie devient soviétique, Voilà. il ne bouge pas. Ouais. Alors qu'on le forçait, on lui disait qu'il fallait partir. Ouais. Mais je pense que c'est impréhensible et un petit peu, il n'avait pas beaucoup d'informations vraies. Qu'est-ce qui se passe en Russie? Je pense qu'il voulait venir pour expliquer parce que ce que Berdyaev écrit, c'était extrêmement dangereux pour lui venir Ah oui, 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 à oui. pays stalinien. Ça veut dire qu'il pensait franchement que la situation est différente. La vérité. Oui, il a vu dans cette victoire de l'armée soviétique, il y avait quelque chose de uniquement patriotique. Mais ouais, ouais. Oui, mais son rôle au début de Perestroïka était crucial. Tout Ah le oui? monde lit Berdyaev et c'était le philosophe le plus demandé par tout le monde parce qu'il écrit de façon très claire. Euh, Tout le monde pouvait comprendre qu'est-ce que c'est l'idée russe, qu'est-ce que Oui, c'est c'est le très intéressant ça, communisme. oui, j'aurais dû le dire. Ouais, ça, c'est très, oui. C'est extrêmement important. Oui. Il y avait beaucoup de livres publiés. C'était incroyable. Partout, c'était les livres pour poche, les gens lus à métro. C'était éditions différentes pour tout le monde. C'était Oui, franchement et important. moi j'avais acheté, oui, ça devait être en 92 ou 13, je sais plus. Ouais, En Russie, j'avais acheté Il Gloubiné, c'est-à-dire l'équivalent de Viechi, mais écrit 5 ans après, ou je sais plus. C'est-à-dire les mêmes auteurs de Viechi, donc Is Gloubiné, c'est De Profundis, hein, c'est le psaume. Et donc les mêmes auteurs jugeaient les débuts du communisme en Russie. Et ça aussi, on le trouvait partout. Euh, je Et pense donc, que le philosophe. il y avait Berdyaev, je ne sais plus ce qu'il a écrit dans Isloubine, mais il a participé aussi. Mais cette explication de vérité, communisme, explication de ce que les gens ont vécu, quelque part, les idées qui est prononcée, euh, à propos de l'idée de socialisme et communisme, qu'est-ce que c'est les racines russes pour ça? Oui, mais enfin, quand on lit les souvenirs de Berdyaev, moi, c'est ce que j'ai relu. J'ai relu Samo Poznanie, ses souvenirs, et puis bon, son livre sur le communisme, et puis encore l'idée russe, des choses comme ça. Il a tellement écrit qu'on ne peut pas. Il faudrait y passer 3 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, parfois, très souvent, il décolle quand même. Il décolle.
Alors, qu'est-ce que les gens les soviétiques en 1995, ce que Berdiaev leur disait, il y avait dans leur famille des preuves que c'était quand même pas tout à fait ça, que c'était pas si beau non, c'est pas qu'il il embellisse, mais il vous emmène tout de suite dans le sublime. Alors, la vie, c'est pas. Mais c'était quelque part le nouveau l'histoire, le nouveau Oui, vision de oui, c'était pas l'histoire. soviétique. Mais c'était pas soviétique. Ça, C'était important parce qu'il n'avait pas d'alternative claire. ouais. Et bien sûr, c'est que toute son expérience, l'année 30 et 40, c'était extrêmement nécessaire pour tout le monde pour comprendre la situation, comment vivre, comment estimer ce que l'Union soviétique vécu. Je pense que c'est devenu vision de l'histoire de Russie soviétique, compréhension comment on doit vivre les nouveaux systèmes de Oui, values. oui, mais il Voilà. confirmait, enfin, le danger avec Berdiaev aussi, il me semble, hein, c'est que il confirme les Russes dans cette idée qu'ils ont une mission, qu'ils sont différents, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ils ont quelque chose à nous révéler. Oui, oui, oui. Comme toujours, oui, mais c'était quelque chose que tout le monde, euh, par défi, était d'accord que la Russie est quelque chose de différent. Non, mais bon, d'accord, À cette chacun. époque, à cette Non, époque. mais que la Russie a quelque chose à dire, sauf elle n'a pas dit son mot, etc. Oui, heureusement. Et maintenant, c'est toujours là, c'est toujours là. Je pense que la seule personne qui écrit contre ça, c'est Georgi Fedotov. Ah bah oui, 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 tous oui, les autres oui, étaient oui, d'accord. oui. Ah oui, oui. Oui, mais Fedotov, qui est-ce qui le lit? Enfin, si, il est lu peut-être, Fedotov. Oui, 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 il est lu. Ouais. absolument. Oui, il y a une édition complète d'ailleurs, hein, des livres rouges. Oui, si, oui, oui. Oui. Pardon. Oui. J'ai une question sur le lien que Berdiaev fait entre le nihiliste et le parce que vous avez cité des auteurs comme Domolubov ou Tchaïkovski, Mhm. et après vous avez dit que le nihilisme devait bien avoir quelque chose à voir avec la religion. Et Ben j'ai oui, pas bien tout sûr. le temps. Ben, c'est-à-dire que une forme oui, de, de religion poussée à l'extrême, de spiritualisme qui nie tellement le réel, et la réalité, le matérialisme, etc., que finalement, il y a rien. Mais ça part tiré d'une idée religieuse. Ah ben oui, oui, oui. D'accord. Mais quand on parle dans le fanatisme, c'est pas pour les gens. Ben, c'est parce que si Dieu est absolument tout, et partout, alors il n'y a rien. Non? C'est peut-être une façon un peu. Mais ça, c'est simple. l'interprétation de Berdiaev des écrits nihilistes, parce que eux, ils étaient carrément athées pour la plupart. Ah oui, mais justement, il dit cet athéisme-là, cet athéisme-là est un athéisme religieux. Il en cite pour preuve que la plupart de ces auteurs sont fils de prêtres ou ex-séminaristes, etc. C'est un peu acrobatique, mais je pense qu'on peut voir assez bien le passage de l'un à l'autre. Je pense que ça ne vaut pas du tout pour Staline, qui était séminariste, comme tout le monde sait. Mais lui, c'était pas un mystique. Comme- Ouais. Est-ce que quelqu'un Comment? est-ce que quelqu'un de penseur français développé des Berdyaev? Est-ce il y a eu les disciples Ah ben qui... oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Ben, il a eu oui, il y a eu des disciples en France, notamment, alors je ne me suis pas trop étendu là-dessus parce que c'est bon, c'est un peu long, ça, mais notamment Emmanuel Munier.
Emmanuel Munier, qui est mort très jeune, il est mort avant 50 ans, je crois, mais il a fondé la revue Esprit. Esprit, c'est un mot berdiaïfien, on peut dire. Et Berdyaev a tout de suite écrit, donc Esprit, c'est 1932, hein. C'est une très vieille revue, donc qui existe encore, mais donc qui a changé de ton et d'orientation, mais quand même, de bon ton, en tout cas, c'était une bonne revue. Berdyaev a écrit dans le premier numéro d'Esprit, il a écrit un article qui s'appelait Vérité et mensonges du communisme, dans le premier numéro d'Esprit. Mais bon, Mounier, disons, le catholicisme de gauche, pour dire les choses de façon grossière. Et notamment, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Feu la chrétienté. C'est-à-dire que un bon chrétien doit aspirer à un dépassement de ce qu'on appelle la chrétienté, Christendom, qui est quelque chose de trop dans le siècle, de pas assez spirituel, etc., qui ment, il y a de l'argent, oui, il y a tout ça, qui sont bourgeoises, fatalement, qui s'alourdit. Et donc, le bon catholique, le bon chrétien doit prendre ses distances avec toutes ces instances, et militer pour l'esprit. Mais on est là, hein, ça peut être tout à fait, enfin évidemment, tout à fait bien, mais en même temps, on peut assez vite passer au martionnisme, c'est-à-dire à une espèce de, pardon, une espèce de négation de, de l'aspect politique de l'être humain, du zoon politikon que chacun d'entre nous est, si on s'en tient à la philosophie grecque, bien sûr, dont Berdyaev ne voulait pas entendre parler. Aristote, c'est pas son homme. C'est aussi une négation de l'Église en tant que telle. Enfin, oui, enfin, pas chez Mounier quand même. Non, non, pas chez Mounier. Alors qu'il pourrait être. Oui, peut-être. Oui. Mais non, oui. Enfin, Berdyaev voit une église sublime, quoi, et pas celle des évêques. Non. D'ailleurs, il était quand même chrétien, il était pieux, enfin, il n'était pas pieux, j'en sais rien, moi. Il croyait en l'esprit, il croyait en les vertus, mais il n'est jamais chez lui question de sacrement, de choses comme ça. Ou d'hiérarchie. Non, ni de hiérarchie, non, surtout pas. Ben, ces auteurs de prédilection mystiques, c'est Angelus Silesius, Böhm, dont j'ai parlé, ce sont des mystiques allemands, silésiens d'ailleurs, Église quand même, pour Église. Voilà, mais il a joué un rôle considérable en France et, voilà, il a marqué les esprits en France durablement et il nous a appris quand même un certain nombre de choses sur le communisme russe. Il me semble qu'il a contribué à faire connaître l'orthodoxie quand même en France et qui doit être. Mais oui, parce que les milieux œcuméniques, pardon, il y a de tout dans les milieux œcuméniques, mais ils sont peut-être un peu dans le vœu pieux. Non, je caricature. Ouais. Je vous ai tout dit. Merci beaucoup, Bernard. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Merci. Est-ce que vous écrivez quelque chose maintenant à propos de Berdyaev? Non, mais
Donc il y a ça qui existe, où je suis un peu cité parce que j'avais travaillé sur BRDF maritime et leurs relations. Et puis, si vous voulez lire leur correspondance en russe, elle a été publiée, donc c'est une traduction, hein. Elle a été publiée en Pologne, hein, à l'université de Zielona Góra, qui est en Silésie. C'est une bizarrerie de l'édition et de la vie universitaire. Et donc, c'est en russe avec sœur Teresa Obolevitch. Je ne sais pas si elle est connue d'entre vous, vous la connaissez? François, je la connais. Voilà, c'est une dame qui enseigne la philosophie russe à l'université de Cracovie et qui est très active. Elle publie beaucoup, et notamment donc des penseurs de l'âge d'argent. Elena aussi. Et, pardon? Elena aussi. Qui? Teresa. Non? Ah oui, elle est religieuse. Non, oui, oui. Oui, oui. Ben, en Pologne, c'est possible. C'est elle qui organise un colloque sur Christophe au mois de juin. C'est elle qui organise, oui, à Cracovie, oui, oui, où j'espère aller. Ce Christophe est très intéressant, très intéressant. Et comme, je pense, comme philosophe en soi, enfin, plus fort, plus intéressant, plus fécond que Berdyaev. Berdyaev, il a quand même été un vulgarisateur, quoi. Il a été un vulgarisateur. Euh, je ne pense pas que ce soit un penseur très original. Mais il a joué un très grand rôle. Il a joué un très grand rôle ici. Et donc, en Russie, dans la Russie renaissante, brièvement renaissante. Absolument. Et je me pose la question, est-ce que les concepts historiques ou l'analyse historique qu'il fait et qu'il applique au communisme dans le contexte russe, il y a des choses qui sont indépendantes du contexte communiste en tant que tel, et qui sont plutôt liées à la Russie et sur les Oui. productions. Est-ce que ces concepts, cette analyse ne pourrait pas avoir une certaine actualité aujourd'hui pour être réutilisée dans un contexte par rapport à la géopolitique actuelle et Possible, de la Russie oui, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je pense effectivement que relire Berdyaev pourrait donner bien des idées, effectivement, sur ce qui se passe maintenant et sur oui, la façon de réagir. Oui, oui, oui. Il donne une certaine actualité. Ah bien, oui, 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 oui. Réinitier l'étude de Berdyaev, même en France. Oui, mais par exemple, euh, pour comprendre le poutinisme, par exemple, c'est plus utile de relire Souvarine que de relire Berdyaev. Parce que Souvarine, on a l'impression qu'il a mis le point et tout découle de ce qu'il a dit. Et Souvarine s'intéresse de façon très, très précise. C'est un très gros livre, hein, son Staline. Et il le publie en 1935. Donc Staline est encore à vivre. Mais il a très, 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 très bien vu, et rien que, enfin, essentiellement, en analysant tout ce qui se passait à l'intérieur du parti, qui était à quel endroit, à quel moment, etc. C'est stupéfiant. Et Berdyaev, lui, c'est un autre type de personnalité aussi. Berdyaev, il aime les idées. Mais je pense également au récit que construit Poutine, qui a une espèce d'universalité, enfin, le rôle de la Russie, troisième monde, vous évoquiez tout à l'heure, etc. Oui, oui. Donc, l'analyse de ce type de récit qui est historique, il ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, même d'avant-hier. Ce que je comprends de la pensée de Berdyaev, c'est qu'il donne un certain éclairage des origines de cette pensée. Mais ben, Poutine et Douguine et tous ces gens-là puisent plutôt chez les Eurasiens de la même époque de Berdyaev. Or, Berdyaev n'a jamais été eurasien. Non, Françoise? Oui, oui. Hein, jamais. Mais oui, c'est plutôt les Eurasiens, c'est plutôt. Et puis aussi, chez Douguine, il y a
un ésotérisme français, dans lequel, par exemple, René Guénon, c'est étonnant, parce qu'en France, personne ne lit, enfin, je sais pas, moi, quand j'avais votre âge, personne ne lisait René Guénon. Or, des gens comme Douguin ont lu, médité, etc., toute cette filière ésotériste française, et ils l'appliquent. Donc, si on veut comprendre, il faudrait lire peut-être aussi des gens comme Guénon, tout ce monde plutôt franc-maçon. Vous connaissez? Oui, il est mort en Égypte. Oui, oui. C'est un Français qui est devenu musulman. Oui. Comment il s'appelle? René Guénon. C'est un des auteurs comment dire, de prédilection de Douguin. Douguin connaît très bien le français et la pensée française. Il doit connaître très bien d'ailleurs Léon Bloy. Pardon. Collaboration avec Benoît. Ah oui. Bertrand. Comment il s'appelle? Oui. Le nouveau philosophe. De Benoît. Alain de Benoît. Oui, c'est Alain de Benoît. Oui, 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 oui. Et bien voilà. Donc, son étoiles, mais mélangé avec un peu de soi-disant pensée anto-européenne, Oui, 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 surtout oui. anto-européenne, néo-paganiste. Oui, 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 oui. Rien de tout ça chez Berdyaev. Oui, c'est ça. Rien de tout ça chez Berdyaev. Non, il n'était pas ésotériste. Ésotériste, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a une révélation cachée que certains savent, parfois même des papes savent, mais qu'on ne livre pas au commun des mortels qui vivent dans un exotérisme vulgaire et matériel, etc. Euh, mais non, Berdyaev n'était pas ésotériste. Mais Léon Bloy non plus. Alors Léon Bloy, c'est quand même intéressant. D'ailleurs, j'ai regardé, les œuvres de Léon Bloy sont tout à fait accessibles. Il est sans cesse réédité dans des collections tout à fait pas chères. Et, et, euh, et Léon Bloy, c'est un super catholicisme, un super christianisme universel qui doit transformer le monde. Il a des vues historiques, enfin d'historiens. Par exemple, il a écrit tout un livre sur Christophe Colomb. Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb, il s'appelle Christophe, comme le Christ, et il va en Amérique. Et qu'est-ce qu'il apporte en Amérique? Non seulement le christianisme, mais le Saint-Esprit, parce qu'il s'appelle Colomb, la colombe. Voilà. Et donc, il y a une espèce de supputation autour de ça. Et alors ça plaisait beaucoup à Berdyaev. Ouais. Mais c'est pas, c'est pas, oui, non, c'est pas un ésotérisme. Mais c'est une espèce de catholicisme maximaliste, pamphlétiste, et que d'ailleurs on trouve aussi chez Berdyaev. Berdyaev a un côté pamphlétiste. Et il écrit bien, il fustige, il y va. Euh, et Douguin jamais cité. comment? Douguin jamais fait citation de Berdyaev. J'ai jamais. Ah non, non, jamais non, vu ça. mais non, parce que Berdyaev n'est pas assez, il n'est pas assez à droite, d'ailleurs. Oui, bah, c'est de droite, Ouais. absolument. Et puis, il n'est pas assez ésotérique, ésotériste. Et puis, il n'y a rien de rasien, rien. Le monde de Berdyaev, c'est quand même le monde de l'Europe. C'est drôle un petit peu parce que Poutine citait Berdyaev comme contre-révolutionnaire. Vous avez dit plusieurs fois que Berdyaev s'indiquait comme révolutionnaire. Il se Par contre, considérait comme, oui, 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 oui. Mais par contre, euh, Poutine a pris son critique de révolution, de communisme, critique communisme et révolution socialiste, et utilisait ça contre révolution maintenant.
Parce que c'est clair que Poutine contre le communisme, socialisme, choses révolutionnaires, il utilisait Berdiaev comme quelqu'un, son légitimation était comme quelqu'un important pour prouver son vision des choses. Maintenant, il utilise Berdiaev, il cite Berdiaev comme conservateur, comme penseur droite contre toutes les choses révolutionnaires. Berdiaev doit se retourner dans sa tombe. Oui, oui, exactement. Ouais. Ah oui, non, c'est non, mais il n'était pas. Oui, Non. parce que tout le monde connaît le nom Berdiaev, il utilise ça. Maritain avait été maurassien. Maritain. Mais c'était donc monarchiste français pour la restauration de la monarchie. Mais Berdiaev et puis d'autres l'ont détourné de cette voie. De toute façon, parce que il voulait aussi, il était quand même être bon catholique. Et quand le Vatican a condamné l'action française, Maritain a cessé d'être maurassien. Voilà. Ce maurassisme, c'est-à-dire c'est clair pour tout le monde ce que c'est que le maurassisme. Maurras, c'est une sorte de philosophie à la fois très concrète, historique, et qui vise à la restauration de l'ordre et de l'ordre romain. Voilà. Et donc de la monarchie française. Parce que la Révolution française, c'est du romantisme, c'est enfin, voilà. Et donc, le jeune Maritain est un peu dans cette mouvance-là. Et puis Berdiaev, et puis bon, puisque 1926, je crois, la condamnation de l'action française par le pape, et à ce moment-là, donc, Maritain cesse d'être action française, enfin réactionnaire, quoi, politiquement réactionnaire. Et à propos de Tom Berdiaev, vous connaissez qu'il y a quelques années, il y a 5 ans à peu près, Poutine a envie prendre des tombes de Berdiaev Ouais, c'est ça, comme il a fait avec comme il a fait pour Ilyin. Il Oui, voulait le ramener c'était en Russie? Non, Il a dit que ça. le corps d'Ilyin en Russie. Oui, mais il voulait ramener. Il voulait ramener plein de philosophes comme ça. Ah oui, ceux qui étaient partis sur le bateau, il voulait les ramener. Peut-être bateau ou pas bateau. Non, mais ceux qui étaient partis en Pas tout le monde, 1922. mais Berdiaev, pas tout le monde. Enfin, les plus conservateurs, ils voulaient les ramener. Oui. Ils ne pouvaient pas, par exemple, prendre Christophe. Non. Mais il y a plusieurs autres qui voulaient prendre Ilyin, il a pris. Oui, donc c'est bien connu. Il voulait les récupérer, en fait, Oui, au sens bien sûr. physique et moral du terme. Parfait, il a fait avec Ilyin, c'est tout, je crois. Hein. Oui, mais je suis allée à Clamart et demandé, parce qu'à ce moment, quand tout le monde pensait que ce sera possible, et les gens au cimetière m'ont expliqué que le loi français, que quelqu'un peut être déménagé, les tombes peuvent être déménagées si les familles sont d'accord. Et Poutine ne peut pas trouver famille de Berdiaev qui peut signer. Oui, Chaliapine, comment il a fait? Je ne sais pas. Il était d'accord. Ah bon? Chaliapine a été ramené. Ah oui. Des exemples, des filles ont dit de Chaliapine, et je me souviens avoir lu le fait qu'elles n'avaient pas tenu compte du tout de la parole expressément exprimée par leur père, comme quoi ils ne voulaient pas avoir quoi que ce soit à voir avec ce pays et qu'ils ne voulaient surtout pas être entrés là-bas. Et pour Berdiaev, comme il n'a pas de famille, le problème ne s'est jamais posé. Il reste tranquillement à Clamart. Alors, vous savez qu'on peut visiter son appartement, enfin sa maison à Clamart, c'est un musée. Ah, c'est même un musée? Oui, c'est un petit musée. Il n'y a pas la foule qui fait la queue. Hein. Mais
On peut, oui, oui, ici ça se visite et on est très bien reçu. Et il y a sa bibliothèque, il y a son jardin, il y a, Mais qui entretient ça? alors il y a une paroisse orthodoxe, il y a une petite chapelle qui est dans la maison, quoi. C'est un assez grand pavillon. Et donc, Oui, je comprends, il y a mais une c'est pièce, personnel. et ben, il y a un prêtre. Mais il faut qu'il soit là. Non, mais C'est ça lui veut qui dire, nous je ouvre. suppose que les visites se font par téléphone. Mais Enfin, oui, il faut se sur renseigner. demande. Oui, 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 mais c'est officiel, hein. Moi, j'y suis allé d'ailleurs avec sœur Teresa Opolevich. Justement, la fameuse. Oui. Mais j'y étais allé quand j'étais très jeune. J'ai été très fasciné par Berlioz, je dois dire, dans ma jeunesse. Et, et, donc ouais, on peut visiter. Oui, oui, et puis on voit son bureau. Le bureau où, je crois que c'était le 24 mars 1948, il était en train d'écrire et pouf, il est mort. Une belle mort, ouais. Et sa femme est morte. Ah, ça, je sais pas. C'était peut-être Alors, sa femme, on peut lire les mémoires. Avant, je crois. Avant, c'est ça. Ah oui, si, si, elle est morte avant. Peu d'années avant. Peu d'années avant, oui. Mais pas la belle-sœur. La belle-sœur est restée. Et la belle-sœur, c'était qui? Ben, c'était la sœur de sa femme. Et Oui, mais ça aurait été. d'ailleurs, chez les Maritains et chez les BNF, il y avait la même situation. C'est-à-dire que Maritain, il y avait Maritain et Raïssa, et il y avait la sœur de Raïssa qui servait un petit peu d'intendante et de bonne, voilà, au couple. Et puis, chez les BNF, c'était pareil. Il y avait la sœur de Lydia. Mais Lydia était orthodoxe, tandis que non, la sœur de Lydia était orthodoxe, tandis que Lydia était catholique, comme je vous l'ai dit. Tu es Voilà. baptisées toutes les deux, en fait. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, ah oui, il n'était pas d'origine juive, non, je ne crois pas. Et les souvenirs de Lydia ont été publiés. Je ne sais pas si vous le savez. Professia Jena Philosopha. Profession épouse de philosophe. Oui. Et c'est bien. C'était une femme cultivée, fine, elle composait des poèmes, elle était pas facile d'avoir comme époux un personnage aussi ébullient. Oui, enfin, je l'ai un peu dit, il a connu énormément de gens en France grâce à Maritain et à tout ce groupe-là. Chez Maritain, il y a tout le monde qui venait. Il y avait Chaliapine qui venait d'ailleurs. Il y avait Claudel, il y avait euh, Gide et Maritain a connu tout ce monde-là. Donc il a été vraiment. D'abord, bon, son français était quasiment parfait et il a été vraiment au sein de ce qu'il y avait de plus cultivé, ou peut-être Est-ce qu'on a des enregistrements de Bernadette? Non. Non, je sais, j'avais entendu une fois une conférence de Pierre Pascal. Alors, Pierre Pascal l'a très bien connu. Je crois que même Pierre Pascal l'a connu déjà en Russie avant qu'il soit expulsé. Mais ils étaient sûrement pas. Si, 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 ils Ah bon? s'entendaient bien. Si, 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 si. Mais bon, il était très différent. Pierre Pascal, c'était quelqu'un je l'ai rencontré une fois, il y a très, très, très Ah longtemps. bon? Oui, c'est un homme plutôt réservé, très savant, mais n'avançant rien, etc. Tandis que Berdyaev était tout le temps en colère. Et, en colère, mais bouillant. Et ils sont bien connus. Et Pierre Pascal, oui, a laissé des souvenirs sur lui. Pierre Pascal, ça dit quelque chose à la plupart d'entre vous, je pense. Pas vous. Oui. Non, ça vous dit rien, Pierre Pascal? C'est le doyen des slavistes français. Oui, qui est resté en Oui, mais Russie justement, il est resté. 16 ans, 16 ans à l'époque de la Révolution française. De la Révolution russe, oui. Ouais, 16 ans. C'est peut-être pour ça qu'il se taisait après. Oui.
Je sais qu'il ne voulait pas mouiller les gens qui connaissaient, qui étaient restés là-bas aussi. Enfin bref. Par exemple, il a participé au. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, mais je sais pas. Ah oui, oui. Oui. Fréquentait tout ce monde-là. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, oui, donc j'avais entendu, mais il y a très longtemps, une conférence de Pierre Pascal sur Berdyaev, et où justement il parlait du style de Berdyaev, qui gesticulait, qui avait des grimaces, et qui se fâchait facilement, s'échauffait. Ce qui devait être intéressant, c'était la conversation Dzerzhinsky-Berdyaev. Il n'a pas eu peur. Parce que Dzerzhinsky, c'est un fanatique. Oui, mais ça n'avait peut-être pas à l'époque. Attends, à l'époque, c'était tout nouveau. Qu'est-ce qui était tout nouveau? Dzerzhinsky, il était à peine connu. Enfin, Non, mais non, mais il était révolutionnaire depuis l'âge de 15 ans à Vilnius. C'était un enragé. C'était le président de la Tchéka, quand même. Puis c'est lui qui a créé la Tchéka et qui a tué de Non, ses... mais la Tchéka. Non, non, mais d'accord, mais c'était un dur de chez dur. Non, non. Oui, mais il était capable de se mettre à parler, par exemple, d'opéra avec des gens qui venaient d'arrêter. Ah, il était cultivé, tu veux dire. Je crois que c'est avec Kojève. Pendant qu'il faisait son interrogatoire, en fait, il ne s'est pas occupé de l'interrogatoire, il lui a parlé d'opéra. Dzerzhinsky. Je crois que c'est, oui, ou c'est Kojève ou c'est Karsaline, je ne sais pas, l'un des deux. Ah oui, non, donc il était était... avec Karsaline parce que lui, il était proche de l'opéra, peut-être. Ah oui, donc tu veux dire que Dzerzhinsky aimait les conversations culturelles. Cultivé, enfin, c'était quelqu'un en même temps qui était intéressé par la culture de son temps et qui, alors que c'était aussi le chef des bourreaux, quoi. Enfin, Et Bourreau lui-même. Oui, c'est le paradoxe du personnage. Ah oui, je ne savais pas j'ai un peu relu Dzerzhinsky, mais je n'ai pas compris qu'il était fin. Enfin, non, il était fin, mais cultivé, oui, ça, je ne sais pas. Oui, enfin, les nazis écoutaient de la musique classique. Oui, oui. Mais et on ne sait rien de ce qu'a pensé Berdyaev de retour de l'URSS et mon retour de l'URSS. Non, non, enfin, j'ai pas trouvé, non, j'ai pas. D'ailleurs, j'ai pas cherché, mais j'ai pas vu. Non, non. Ah non, il n'était pas sans savoir ce qui se passait quand même. Mais il était tellement toujours dans le dépassement, dans la dialectique. Parce que là, vous parliez de 91, de la réédition de Berdyaev. Il faut savoir que, par exemple, surtout Retour de l'URSS et Retour de l'URSS, ça a été publié pour la première fois en 1989. Alors oui, Gilles avait été accusé, oui, mais alors, il n'a plus été après, Bernie. Après, après le retour, c'était fini. Oui, bien sûr, annulé. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que ce livre, qui est quand même essentiel, la façon dont Gilles avait saisi l'essence du système et perçu les choses, ça a été mis sous le boisseau pendant toute cette période-là. Ça a eu un grand succès. Encore les gens copient ces livres, c'était assez populaire dans l'intelligentsia. Ah oui? Oui, oui, Berdyaev, c'était quelqu'un que j'ai lu moi-même à début de mes années universitaires, avant que tout livre était publié officiellement. Ça veut dire que Berdyaev était très populaire dans Oui, l'intelligentsia. mais pas Gide. Non, non, pas Gide. Ah oui. Non, Gide était... Mais Gide aussi, tout le monde connaît, mais oui. Oui, 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 oui. Berdyaev est très clair. Quand il écrit, Ah tout le oui. monde comprend, Oui. c'est très structuré. Merci beaucoup. Merci. Yes, very, very good.
aujourd'hui à cause des Oui, des temps. Oui, Pas c'est incroyable. ouais. Vous avez une Mais je suis pas spécialiste derrière. Ça, quand même, c'est très intéressant, important. Et c'est très curieux que vous choisissez ce sujet, communisme et Berdiaev, parce que maintenant, l'image de Berdiaev pour les gens russes, comme Berdiaev est conservateur, c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, conservateur et anti-bourgeois. Il y avait beaucoup d'amis de Yann qui est à l'université et tout m'appelait. Il dit qu'on ne peut pas venir parce que maintenant c'est période d'examen. Oui, il m'a dit un sujet extrêmement intéressant, mais on ne peut pas venir. Et grâce à l'enregistrement, je pense qu'il peut venir. 5-6 personnes m'ont appelé qu'il doit préparer présentation, texte pour travailler, source, il n'y a pas de... Ah oui, Jeanne n'est pas venue alors. Yann. Oui, parce que demain, elle... Son prénom, c'est Jeanne. Yann. Et c'est le qui va de Oui, mais pour moi, c'est plus l'Europe de l'Est, c'est peut-être les noms, je ne sais pas, Hollandais. Au revoir. Au revoir.